Je laisse derrière moi un pays en plein développement. C'est un ambassadeur allemand admiratif qui fait ainsi ses adieux à Patrice Talon. Dans la foulée, le président de la commission de l'UEMOA est allé épancher ses gratitudes au chef de l'État pour l'appui de celui-ci à sa nomination. Et puis, de 60, les créanciers prestataires de l'État n'attendront que 30 jours pour se faire payer. Décision prise hier en Conseil des ministres. Au-delà de l'annonce, combien de temps pour sa mise en vigueur? Réponse du directeur général du Trésor. E-gouvernance en quelques clips et hop, voilà un service public offert en quelques minutes. Le gouvernement béninois n'arrête pas la transformation numérique de l'administration. Encore 8 services dématérialisés à portée de clavier. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Audience du chef de l'État. Patrice Talon a reçu le président de la commission de l'UEMOA. Deux autres, en vérité, étaient sous le charme de la méthode Talon aujourd'hui au palais. Évoquons d'abord les gratitudes du président de la commission de l'UEMOA. C'est un devoir de reconnaissance qu'a sacrifié Abdoulaye Diop envers Patrice Talon qui a compté dans sa nomination. Mais bien d'autres sujets de l'UEMOA ont été également discutés. Écoutons ici Abdoulaye Diop, interrogé par Estelle Pazou, Jean Obimer et Mohamed Bior. L'objet de ma visite, c'était de venir le remercier après ma nomination à la tête de la commission de l'UEMOA. Le remercier à mon nom personnel, le remercier également au nom des autres commissaires qui ont été nommés par la conférence des chefs d'État. Le président Talon joue un rôle important dans les activités de notre union et nous avons également voulu de vive voix recueillir ses avis, recueillir ses conseils pour nous permettre d'asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et effectivement, dans ce cadre, nous avons discuté de beaucoup de points, de questions économiques et financières. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances et nous avons largement discuté de cela pour voir ce que la commission pourrait faire pour que ces actions aient encore beaucoup plus d'envergure pour le bien des populations de l'Union. Il faudra voir comment se donner les moyens, par ailleurs, d'accompagner la relance de nos économies, parce que nous sortons d'une situation de pandémie avec les conséquences économiques que nous connaissons tous, une croissance économique qui a baissé. Le Bénin a été l'un des pays les plus résilients. Même si le taux de croissance a baissé, il est resté positif, à l'instar de quelques autres pays de la Commission. Maintenant, il faut engager la phase de relance. Et pour cela aussi, le travail sera fait pour permettre de repartir le plus rapidement. Évidemment, nous avons discuté de questions de l'heure, notamment des questions sécuritaires. Nous suivons tous, nous savons ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine, au niveau de l'UEMOA de façon générale. C'est vrai que les questions sécuritaires se posent de façon plus accrue dans un certain nombre de pays, mais tous les pays sont concernés. Et aucun pays n'est potentiellement à l'abri de ces difficultés-là que nous rencontrons. Donc nous avons largement débattu et discuté de ces questions-là et pour voir ce qui pourrait être fait en cette matière-là et aider les États membres à mieux faire face à cette difficulté, à cette situation. D'une audience à une autre, cette formule, je laisse derrière moi un pays en plein développement, propos admiratifs, presque déjà empreint de nostalgie de l'ambassadeur allemand. En fin de séjour au Bénin, le diplomate est allé faire ses adieux au chef de l'État et n'a pu s'empêcher de dire tout le bien qu'il pense des réformes engagées par Patrice Talon au service de la renaissance du Bénin. Il s'est confié à Estelle Pazou, Jean Obimer et Mohamed Bior. C'était un événement mélangé de joie et de tristesse. La joie, c'est de voir Monsieur le Président et de pouvoir lui dire adieu et combien j'étais impressionné par la gestion de son gouvernement. Mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans que j'ai pu passer ici.
Ce qui m'a surtout impressionné, c'est la nouvelle dynamisme qu'a pris le Bénin sous le gouvernement du président. Et cette grande sérieuxité et grande discipline à mettre en forme au pied des réformes très rigoureuses qui faisaient aussi parfois de la douleur, mais qui s'avéreront très bénéfiques pour le pays. Je laisse derrière moi un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. Ce qui m'a surtout touché, c'était la grande ouverture, la grande amitié avec laquelle j'ai toujours, et j'ai un peu parcouru tout le pays, d'ici à Grand Popo, à Malanville et aussi à Tanguieta, la grande amitié et gentillesse avec laquelle on m'a accueilli dans chaque village, dans chaque ville du pays. 30 jours au lieu de 60 pour se faire payer sa facture quand on est prestataire de l'État. Décision prise hier en Conseil des ministres. Bonne nouvelle certes, mais les créanciers de l'État ont-ils des raisons de se réjouir très vite? Quelles sont les diligences pour une application rapide? Ricardo Loïc-Pécou a posé ces questions au grand payeur du gouvernement, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Écoutons-le. Cette réduction du délai de 30 jours couvre deux aspects, en fait. Le délai initialement prévu par la loi fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Il y avait une plateforme limitée au niveau du Trésor public qui permettait, lorsque un dossier de paiement arrive au Trésor, de suivre en ligne la dépense. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Alors, le délai a été fixé au service informatique du ministère de l'économie et des finances et avec l'appui du ministère du numérique, de rendre la plateforme disponible dans un délai maximum de 3 semaines. Avec déjà en 2 semaines, la semaine prochaine, nous allons commencer déjà les premiers tests sur cette plateforme. Mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours. Pour ces dossiers, le ministre de l'économie et des finances a donné l'instruction pour qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité. Plus qu'une semaine donc pour tester ces diligences. On voit déjà trépigner les patrons de PME et PMI. Adieu donc les longs mois d'attente avant paiement des créances détenues par les PME et PMI sur l'État. Une décision saluée par les chefs d'entreprise. En témoigne cet élément signé Lenaïka Gbazaou et Junis Setandi. C'est un ouf de soulagement pour les petites et moyennes entreprises en relation contractuelle avec l'État. Le délai de paiement des créances publiques est désormais de 30 jours dès la constatation du service fait. Dans le rang des promoteurs, ça jubile.
Nous ne pouvons que remercier le président de la République, remercier le gouvernement qui vraiment a vu juste et a pris cette décision. Et nous comprenons à juste titre que lorsque on veut lancer un pays dans le développement, il faut réfléchir pour voir comment accompagner les entreprises. Et ça, c'est un signal fort. La décision gouvernementale a l'avantage de conjuguer définitivement au passé les pratiques jusque-là en cours. Elle vient sérieusement relancer les activités économiques des entreprises et les sauve des affres de l'incertitude. Beaucoup d'entreprises ont coulé du fait des retards qu'on a à rentrer dans les ressources, notamment sur la commande publique. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette situation est un poison lent, est un poison silencieux pour les entreprises. Beaucoup de PME ont coulé du fait de cela, parce que la banque ne veut pas savoir que le client, l'État, ne vous paie pas à temps. Vous avez des engagements et vous devez tenir vos engagements. Vous avez des salaires à payer, vous avez pas mal de choses à faire, mais au niveau de la commande de l'État, ça prend souvent son temps. Et on n'a pas toujours les coudées franches pour agir, pour leur mettre la pression. Je pense que c'est une excellente décision qui a été prise. Cette décision va agir sur beaucoup de choses, sur beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau de la productivité, parce que les entreprises vont comprendre qu'en livrant des prestations, ils vont être vite payés. Et dans le même temps, ça va les amener à la compétitivité, puisque ça va réduire en fait le coût de la prestation. Avant, quand nous savons que nous serons payés dans 3 ans, dans 2 ans, la facture que vous faites, ce n'est pas la même chose que quand tu sais que tu dois être payé dans un mois. Et donc, je pense que c'est une excellente décision qui va venir pour renforcer les entreprises, mais également aussi renforcer l'État parce qu'il aura désormais des gens qui vont livrer des prestations de qualité. Pour le Béninois lambda, ce n'est que l'amorce du mandat hautement social promis par le chef de l'État. À mon avis, c'est déjà la concrétisation et tout part du social. Il permet à la société quand même de participer à l'accroissement de l'économie nationale et ça va se redistribuer sur les habitants de cette nation et puis bon, ça y est. C'est en même temps une bonne nouvelle pour la jeunesse béninoise, la jeunesse qui entreprend, la jeunesse qui prend le risque de créer des entreprises, l'entreprise dont la prospérité va aider à créer davantage d'emplois pour les jeunes. Le président de la République, à travers son deuxième mandat, veut vraiment agir pour le développement. Et nous sommes prêts à l'accompagner pour que cela se fasse comme il le faut. Pour les PME en relation avec l'État, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, celle du remboursement à temps des prestations. Une autre réforme qui date de 2016, dont les bilans sont aujourd'hui salués, le bilan est salué. Cette fois-ci, c'est dans le secteur de la santé. Il s'agit de la mise en place du CNLSTP, acronyme qui veut dire tout simplement Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et les épidémies. Les acteurs impliqués dans ce CNLSTP se sont retrouvés à Cotonou ce matin pour faire le bilan concluant d'un quinquennat d'action sanitaire et épidémiologique. Jean-Claude James, Évariste Zomarou. À l'écoute du secrétaire exécutif du CNLSTP, plusieurs ministres et les 12 préfets du Bénin. En quelques heures, les travaux effectués de 2016 à 2020 et tout l'effort déployé spécifiquement en 2020 ont été revisités. Sur tous les fronts, nous avons enregistré des progrès relativement importants dans la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre les hépatites et plus récemment dans notre lutte contre la COVID-19. Une pandémie qui focalise toutes les attentions depuis plus d'1 an. Conséquence, les actions du Conseil sont moins visibles en ce qui concerne les autres maladies. Un choix plutôt objectif. Les épidémies font partie des catastrophes naturelles. Et c'est dit au niveau des catastrophes, quand elles surviennent, vous arrêtez le quotidien et faites face aux catastrophes. Sinon, elles vous envahissent, vous engouffrent et annihilent tout ce que vous avez fait. Et vous avez vu la résilience que le Bénin a développée par rapport à Covid. Modestie mise à part, je crois qu'au niveau de la région, c'est à nul d'autre pareil. Nous sommes vraiment conscients de ce que vous dites, mais les autres pathologies, les autres épidémies étaient déjà là. On n'a pas abandonné. Nous sommes le premier pays, ou le seul jusqu'à présent, à pouvoir faire notre campagne de distribution de moustiquaires pour le paludisme. De cette session,
il ressort un bilan satisfaisant, mais le gouvernement est conscient des défis à relever. Quand je prends le cas du VIH, sur les 3,90, nous avons déjà atteint 1,90, mais il reste le défi par rapport aux autres, notamment par rapport au dépistage. Et que lorsqu'on les dépiste effectivement et qu'on trouve des cas positifs, 90% soient mis sous traitement et une charge virale indétectable. Donc, en matière de paludisme également, c'est réduire l'incidence du paludisme justement, et également la létalité qui est liée au paludisme. La phase de l'assurance maladie de l'Arche, déjà qui permet de prendre en charge les pauvres extrêmes et non extrêmes, et également quelque chose de très important. Je suis heureux de vous dire que nous travaillons en ce moment sur un programme à moyen terme qui va s'attaquer à des problèmes structurels au niveau de la santé. Nous venons de signer un accord avec la Banque islamique du développement qui nous permet de mettre des ressources humaines importantes à la disposition des relais communautaires qui viennent d'être créés. Le CNLS-TP, Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, est l'organe suprême de veille, d'orientation et de coordination en matière de lutte contre ces maladies. Sa présidence est assurée par le chef de l'État lui-même. La lutte contre le Covid-19, on l'évoquait à l'instant dans ce sujet. Il en est également question à travers le sujet qu'on va découvrir. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS soutient le Bénin dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Il vient d'offrir des ambulances au ministère de la Santé, témoins de leur réception. Stanislas Limpon et Brice Thibozo. 2 ambulances pour renforcer le parc automobile médicalisé du Bénin. Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS les offre au ministère de la Santé en vue de contribuer à la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus dans le pays. Dans cette salle, le donateur rappelle au personnel du ministère le contexte de son geste. Nous avons signé 3 accords avec le gouvernement. Pour ce qui est de l'accord numéro 1, qui est l'achat des ambulances et des laboratoires mobiles, nous avons déjà livré les ambulances, objet de cette cérémonie. Et nous sommes en train de mettre tout à l'œuvre pour que le laboratoire soit livré le plus tôt que possible. Depuis la signature des 3 accords, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS travaille aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre des différents projets, selon le représentant du ministre. La remise des 2 ambulances marque alors le début de la concrétisation du partenariat entre l'UNOPS et le Bénin. Il s'agit de 2 ambulances équipées d'un montant d'environ 70 69 104 francs. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, adresser nos sincères remerciements d'abord à la Banque islamique de développement pour avoir accepté de financer la requête du gouvernement du Bénin, mais également dire merci à UNOPS pour ce partenariat fructueux que nous espérons va pouvoir se poursuivre sur le reste des chantiers. La Banque islamique de développement a financé le don. Un don qui est l'un des volets du projet d'appui d'urgence au plan de préparation et d'intervention contre le Covid-19. Du service public à distance et en quelques clics, telle est la promesse de l'e-gouvernance. Et le gouvernement béninois s'applique à en multiplier les plateformes. Encore 8 services dématérialisés à portée de clavier. Ils ont été lancés ce mercredi 9 juin à Cotonou en présence de 3 membres du gouvernement et de Nicanor Kovi et Igor Ayosso aussi. Une administration intelligente à l'ère du Web 2.0. Pari fou du gouvernement de Patrice Talon qui veut faire du Bénin le hub numérique de l'Afrique de l'Ouest. Nouvel épisode dans la saga des réformes initiées à ses fins, le lancement ce jour de 8 nouveaux e-services. L'attestation de non-exclusion de la commande publique, l'attestation fiscale, l'attestation de non-faillite, l'attestation d'immatriculation et de paiement des cotisations à l'employeur, le permis de travail, les visas de contrat de travail pour nationaux et pour expatriés, le raccordement à la SB2E. La dématérialisation comme s'il en pleuvait. L'ambition, apprendra-t-on, est de développer la transversalité dans l'administration publique. Au titre des 8 nouveaux e-services lancés, 4 sont en lien direct avec le ministère du Travail et de la fonction publique. Grâce à ces e-services, aussi bien l'administration que les usagers
gagneront en réduction de tracasseries et de temps. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. L'exemple qui permet de dématérialiser, c'est une chose, mais leur permet de parler entre elles. Un gain de temps et d'argent que souligne mêmement l'argentier national. Pour le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, cette digitalisation-là est au service du développement économique, mais elle simplifie la vie avant tout. Les perspectives, c'est non-stop. Dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Créer des services, mais aussi permettre aux citoyens de sentir que quand il a affaire à un service public, mais c'est comme si tous les autres services publics étaient déjà au courant de ça et lui évitent de recompenser les mêmes choses. Service-public.bj, c'est là que tout se passe. Un vaste portail d'accès à l'administration béninoise de demain en somme, avec fenêtre sur le monde. Témoignage, les étoiles dans les yeux de Corvi Nicanor de la marche du Bénin dans la Smart Gouvernance. On passe à présent à la question de l'emploi des jeunes, de leur insertion. L'insertion des jeunes dans l'emploi, c'est un programme du gouvernement qui incite des jeunes à l'emploi. Il vient de connaître ce programme, sa 14e cohorte d'évaluation des candidats avant d'investir leur poste. Ces candidats présélectionnés seront évalués dans plusieurs domaines, notamment le marketing, la communication, le procédé industriel ainsi que les ressources humaines. Robert Copin-Edor et Bruno Hotepo ont suivi ce moment test à la CCIB. Échange entre Modeste Kérékou et les candidats présélectionnés au programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est allé superviser les travaux axés sur les entretiens entre postulants et chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont la possibilité de suivre directement le déroulement des interviews, d'apprécier par eux-mêmes le niveau de compétences techniques, le niveau de motivation, le niveau d'engagement des postulants et d'avoir déjà une idée donc du collaborateur, de la collaboratrice qu'ils s'apprêtent à recevoir dans leur entreprise au fin d'intégrer leur équipe, poursuivre le développement, l'essor de leur entreprise. Je suis également là pour pouvoir, comme d'habitude, m'en assurer par moi-même du bon déroulement au fin d'en rendre compte au président de la République. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi atteint ses objectifs et les candidats recrutés font déjà leurs preuves dans les entreprises. Plus de la moitié des nouvelles demandes d'emploi sont les entreprises qui avaient déjà pris des jeunes au préalable. Une dizaine, il y en a qui ont pris jusqu'à une trentaine. Si ces entreprises n'étaient pas satisfaites, elles n'allaient pas revenir vers le programme pour recruter de nouveaux agents. Donc pour nous, c'est toute une entière satisfaction que les entreprises qui acceptent ce partenariat, que l'État leur a proposé à leur profit, que ça soit quand même toujours de bonnes factures. À l'occasion de cette 14e cohorte, le ministre Modeste Kérékou a également lancé un appel à tous ceux qui ont des compétences à faire valoir à rejoindre le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Aucune rébellion Nago n'a de sens contre la dynamique de développement talent. Position clamée par des militants du CNP, entendez Cercle des Nago de Parakou. Ils ont effectué une sortie politique ce samedi dans la cité de Koboro pour l'affirmer. Reportage, Kandel Kako et Roland Tchanka. Des pas de danse inspirés du Bolodjo, un rythme prisé chez les Tchabais. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous culturel, mais d'un hommage à un homme. L'initiative, soutenue par Sa Majesté Akpaki Gobi Yesse, roi de Parakou, vise à laver définitivement l'opprobre que portent les Nagos depuis l'avènement de l'ère Talon. Depuis l'avènement de la rupture et du nouveau départ, le peuple Nago est considéré à tort comme un peuple rebelle au régime. Nous n'arrivons pas à comprendre comment un peuple peut se révolter contre un homme qui lui prouve son amour et satisfait ses besoins. Pour preuve, la capitale des Nago ou des Tchabais, qui est aujourd'hui Savé, bénéficie aujourd'hui de la concrétisation de certains projets phares. Et nous pouvons citer les routes Savé-Ketou et Ketou et Kyowo, et surtout la construction
de l'un des meilleurs centres de santé au Bénin. Le CNP, à travers cette sortie politique, réitère sa disponibilité à accompagner le président Patrice Talon pour la réussite de son second quinquennat. Un engagement avec lequel se dit être en phase le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, dont les émissaires étaient présents à la séance. On va marquer une trêve dans l'actualité politique et on va s'évader dans la dimension culture et art. C'est avec le FACI, le Festival des Arts et Culture Idacha, à Chaïbilé, 10e édition, qui a eu lieu cette année après le rendez-vous 2020, manqué en raison de la pandémie du coronavirus. Ce festival réunit chaque année toutes les filles et tous les fils Idacha des communes de Dassazouma, de Glazoué, autour de leurs richesses culturelles et cultuelles. Le film de cette cérémonie, c'est avec Ramatou Lawani et nos compatriotes. Agbogborigi, c'est le nom par lequel les filles et fils de l'air culturel Idacha appelleront leur site de retrouvailles. Il abritera désormais les manifestations officielles du FACI, Festival des Arts et Cultures Idacha à Chaïbilé. Cette 10e édition consacre la pose de la première pierre. Ce site est le meilleur de par sa position géographique. Comme l'embouchure représente un espace de rencontre pour le fleuve et la mer, Agbogborigi est pour les communes de Dassazoumé et de Glazoué, nous pouvons le dire sans bégayer, un espace intersectoriel, c'est-à-dire espace de rencontre entre les villes sœurs. Ce site qui nous reçoit ce jour a déjà connu la réalisation de son plan d'aménagement, base sur laquelle les grands travaux verront le jour, notamment l'érection du massif, qui signifie bien entendu la Maison des Arts et Cultures d'Acha et autres infrastructures de grande envergure pour meubler l'espace. Véritable espace de promotion des valeurs culturelles et culturelles, le FACI doit aussi contribuer au développement économique et social des filles et fils des 41 collines. La culture est notre dénominateur commun. Nous sommes ici pour célébrer les arts et cultures d'Acha. Et je m'en voudrais de ne pas remercier toutes les têtes couronnées, les gardiens de nos traditions et insister pour que nous soyons ensemble. Aujourd'hui, nous fêtons le 10e anniversaire, mais faisons en sorte que les prochains anniversaires augurent de meilleurs présages. On ne va pas rester là chaque jour pour venir faire la fête. Mais nous devons réfléchir en quoi le festival peut contribuer au développement de notre cité. C'est pourquoi nous devons faire des états généraux du festival, où nous devons inviter tous les fils et filles des deux communes pour réfléchir sur comment faire pour institutionnaliser, pérenniser, avoir un secrétariat permanent qui doit travailler sur un programme. Le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture, reconnaît le mérite de cette fête identitaire des Achaïbilé. Le FACI témoigne la richesse du patrimoine artistique et culturel du Bénin en général et des communes de Dassa et de Glazoué en particulier. Il s'inscrit ainsi en droite ligne des objectifs du président Patrice Talon, qui depuis 2016 s'engage inlassablement à booster les arts et cultures. Je voudrais exhorter le comité d'organisation de ce festival à faire de telle sorte que ce festival ne soit pas seulement un projet de retrouvailles, mais que des réflexions soient émises de telle sorte que ce festival contribue à booster l'économie des deux communes d'Assa et Glazoué. Pour avoir fait preuve d'abnégation au travail, certains festivaliers sont distingués à cette édition. Voilà, au-delà des discours, le FACI, on l'a vu, c'est aussi des victuailles et des délices du cru. Après ce bain culturel des sources, quelques festivaliers ont confié leurs émotions de cette magie des retrouvailles FACI. C'est toujours avec Ramatou Lawani et nos compatriotes. La particularité de cette année, c'est que nous avons un site unique. En 10 ans, on peut dire que le bilan est très élogieux. On peut se féliciter et remercier les différents comités qui se sont succédés, de même que les parrains, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous avions souhaité que les communautés Ifé, Icha et Tchabé puissent fêter le FESI avec les Idacha. Donc pour moi, aujourd'hui, il est important que nous puissions nous rasseoir pour voir comment est-ce que les peuples, les communautés qui vivent avec nous et les maris, pourquoi pas,
puissent se retrouver pour avoir un festival culturel commun. À chaque édition, on essaie d'apporter ce que nous pouvons sur le plan de développement. Ce terrain doit abriter des infrastructures où nous allons accueillir les corps de métier. Nous avons aussi en perspective vraiment de rendre le site touristique. Un moment d'échange qui nous permet quand même de valoriser ce que nous avons de plus cher, qui est la culture, qui est le socle du développement de nos deux localités. Et aussi, c'est une retrouvaille pour que les enfants, les fils, les filles de ces deux communes sœurs qui n'ont pas l'habitude de se voir, de dialoguer. Je sais qu'avec l'effort des uns et des autres, nous irons probablement à des états généraux pour réfléchir à institutionnaliser le FACI, faire en sorte que désormais le FACI soit dirigé par un même cadre institutionnel pour un temps un peu plus large. La culture, c'est ce qui identifie chacun à travers son appartenance à sa communauté. De cette première édition à cette 10e édition, il y a eu des améliorations et ces améliorations continueront. C'est vrai aussi que dans toute organisation, il y a toujours des fausses notes. Nous travaillons dans le sens de parfaire l'événement. On va continuer à se détendre avec du sport, mais parlons d'abord de ce match à contentieux, match manqué entre le Bénin et la Sierra Leone suite à l'appel déposé par la Fédération béninoise de football concernant le report du match des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Sierra Leone versus Bénin, le tribunal arbitral du sport a tranché. L'instance a confirmé la décision de la Confédération africaine de football. Cette décision est le dénouement d'une longue histoire mouvementée, récit de la division des sports. Les écureuils du Bénin vont bel et bien affronter les Lion Stars de la Sierra Leone pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le tribunal arbitral du sport a confirmé ce 10 juin la décision de la Confédération africaine de football, le report du match pour le lundi 14 juin 2021. Une rencontre qui n'a pu se jouer le 30 mars dernier à Freetown pour cause de la controverse née autour des tests Covid de 5 joueurs cadres de l'équipe béninoise. À présent que la date du lundi 14 juin est maintenue, il reste à connaître le lieu et l'heure de ce match décisif de qualification à la CAN. Sur la question, les précisions de la CAF sont attendues, tout comme les éventuelles sanctions disciplinaires et financières à l'encontre de la Fédération sierra-léonaise, telles que stipulées par le verdict du TAS. Michel Dussuet et ses poulains ont 112 heures pour être prêts à défier la Sierra Leone. Pour rappel, les écureuils ont besoin d'un nul pour s'ouvrir les portes du Cameroun. Ils approchent à grands pas. Dans moins de 2 mois, les Jeux olympiques Tokyo 2020 vont se dérouler pour célébrer l'université du sport mondial. Mais tous les athlètes ne seront pas présents. Pour certains, il faudra passer par les qualifications, comme le cas de plusieurs karatékas. Au Bénin, ils sont 3 à passer par Paris pour participer au tournoi de qualification. Blaise Adanko et Calvado Arwano nous éclairent. Du 11 au 13 juin prochain, des centaines de karatékas vont essayer de s'arracher les 24 tickets restants pour être aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Et le Bénin sera représenté par 3 de ses fils pour arracher 3 places pour la compétition. Une fille, 2 garçons. La fille, on a gardé Océane Ganiro. Et les garçons, c'est Tobosu Aaron et Jospin Lokosu. 3 noms connus du monde du karaté béninois. Océane Ganiero, championne d'Afrique, seule femme du groupe. Jospin Lokosu, plusieurs fois médaillé d'or dans la sous-région et sur le plan national. Et Aaron Tobosu, le plus jeune du groupe. Les 2 derniers poursuivent leur préparation à Cotonou avant de prendre la direction de Paris pour rejoindre Océane. Quant à ceux qui sont ici, nous avons fait le travail comme nous savons le faire ensemble. Nous avons essayé de les faire bosser dans l'esprit, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent aller vendre fièrement leur peau. Ces athlètes ont fait leurs preuves au plan national, régional et international. Et le Bénin peut bien compter sur eux. On a fait ce que nous avons cru devoir faire pour qu'ils ne fassent pas ce que nous appelons l'essentiel, c'est de participer. Mais comme c'est la dernière bataille et que tous les pays voudront, n'est-ce pas,
chercher la clé pour y aller, ça va être très rude. Mais nous envoyons des guerriers, on verra bien comment ils se comportent. Mais on les a préparés dans ce sens. On les a préparés en conséquence. Pour en arriver à la présence du Bénin au tournoi qualificatif des JO Tokyo 2020, il a fallu la partition de tous les acteurs. En premier, le Comité national olympique et sportif béninois. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Je vous souhaite au réveil demain une forme d'athlète. Et pour l'heure, je vous dis simplement bonne soirée et surtout merci pour votre fidélité. Merci également à toutes les équipes qui ont préparé ce journal. Bonsoir chez vous.